Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie pour rêver sur petit et grand écran et découvrir des œuvres et des artistes sous un nouveau jour. C'est exactement l'objet de cette exposition Inoubliable Marilyn qui tente au travers de clichés rares et émouvants de saisir la personnalité de la femme derrière l'icône. Dans la super interview, rencontre avec Jonathan Lambert, histoire de faire plus ample connaissance avec cet amateur de personnages déjantés. C'est une voyageuse que vous allez retrouver dans l'extra interview. La navigatrice Isabelle Autissier nous raconte comment le cinéma et les séries l'ont emmenée loin d'elle-même. Enfin, dans le Screen Parfait, nous allons explorer d'autres contrées cinématographiques grâce à un jeune réalisateur suédois repéré au Festival de Cannes. Dans Snowtherapy, Ruben Östlund décrit le délitement d'un couple sur fond de vacances à la neige. Mais tout cela, c'est après notre sélection de la semaine, ou plus particulièrement les préférences d'Isabelle Claire. La claque cinématographique à rattraper cette semaine, c'est Gone Girl. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Le dernier bijou du prodige David Fincher, son 10e après une filmographie éclectique allant même jusqu'à produire des séries. Amy, la femme de Nick, a disparu et c'est le début d'un thriller au scénario retors. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Sammy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Gone Girl, ça pourrait être un préquel à la Guerre des Roses. C'est sanglant, mais c'est drôle. Et c'est aussi une bonne claque dans la figure des médias américains et du mariage bourgeois. You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. Produit par Reese Witherspoon, Rosamund Pike qui est surprenante de maîtrise, Ben Affleck égal à lui-même et ce puzzle imbriqué à la perfection ne peut pas vous laisser de glace. Oh non! Le Marvel de la semaine est attendu au tournant. Les 4 Fantastiques viennent de nous dévoiler une bande-annonce prometteuse 6 mois avant leur retour sur grand écran. Our future depends on us furthering these ideas. A responsibility that rests on the shoulders of generations to come. Créée par Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, cette série de comic book a vu le jour en 1961 et c'est la plus longue jamais éditée par Marvel puisqu'elle s'est terminée en 2011 après 50 ans d'existence. But with every new discovery, there is risk. There is sacrifice. And there are consequences. Ce reboot des Fantastic Four, dirigé par Josh Trank, a l'air plus sombre que les précédents et entre nous, il était temps. Le coup de cœur de la semaine, c'est Still the Water de Naomi Kawase, en compétition au dernier festival de Cannes, dont elle est une habituée. 父さんが言ってたサーフィンやってて自分なんてまだまだめったにないけどそれでも海と一体になれる瞬間があるって一つになるには大きすぎるよ。セックスみたいだなって思った。え？ Contemplatif et très sensuel, Still the Water nous interroge sur la place de l'homme au milieu de la nature, mais aussi sur son rapport à la mort. Une coproduction franco-japonaise pour un poème de cinéma délicat qui peut demander un effort de concentration au début, mais qui vous apaise et vous enrichit à la fin. Et après tout, n'est-ce pas ce qu'on demande au cinéma ? Ne quittez pas dans quelques instants les secrets du fabuleux métier de chef décorateur-décoratrice, complice du metteur en scène et qui apporte toute sa magie au cinéma.
Aujourd'hui, je ne vous cache pas que ma curiosité est attisée, je pars à la rencontre de Jonathan Lambert. À l'écran et sur scène, ses apparitions déguisées, ses personnages déjantés m'ont souvent fait hurler de rire, mais m'ont parfois également mise mal à l'aise. Le voici au cinéma dans Réalité, le nouvel ovni de Quentin Dupieux, réalisateur talentueux et déconcertant s'il en est, qui souvent mêle dans ses films comédie, surréalisme et parfois ambiance cauchemardesque. C'est bien, ça j'adore. Les gens souffrent. Pourquoi Jonathan Lambert est-il si amateur d'univers singuliers? Qui sont ses maîtres à penser et finalement, qui se cache derrière ce visage de farfadet? Rencontre. Et merde, c'est tout dégueulasse. Voilà, ça fera à peu près comme ça. Attends une seconde. Oui, vous pouvez m'appeler Daniel et lui dire de venir très vite avec un détachant. Un truc puissant. Alors, montre-moi. Raconte-moi. Voilà, en gros. Je voudrais que vous me parliez de ce personnage de producteur assez peu conventionnel. Qu'est-ce qu'il y avait d'attirant pour vous à l'incarner? Je sais pas s'il est peu conventionnel, hein. Il paraît qu'il y en a des comme ça. Oui, c'est un personnage un peu sadique. Mais moi, ça m'a troublé parce que, vous savez, Alain Chabat, c'est forcément quelqu'un qui m'a fait rêver, gamin, parce que moi, je suis vraiment de cette génération, c'était les nuls et les inconnus. Et de me retrouver déjà face à Chabat, c'était quelque chose, mais en plus d'être là à lui parler comme une merde et à le traiter comme un enfant, c'était, il y avait des moments, même si ça reste du cinéma, c'était assez troublant. La victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Voilà. D'accord, d'accord. Mais regarde là, on comprend que la télé rayonne grâce aux petites ondes que t'as dessinées. Voilà, c'est ça, ça rayonne là. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas le faire en film, ça. On peut pas filmer des ondes, ça n'existe pas. Comment tu vas faire pour que les gens pigent le truc? C'est quoi votre histoire avec Quentin Dupieux? On s'est rencontrés sur son premier long métrage qui s'appelait Steak. Enfin, c'est lui qui a voulu me rencontrer parce que visiblement il aimait ce que je faisais à l'époque, c'était sur Comédie, dans la grosse émission. Et voilà, on a discuté, on a vu qu'on avait les mêmes références, qu'on riait de la même chose. Et je me souviens, on était d'accord pour dire que David Lynch faisait des comédies aussi. C'était notre façon de voir les films de David Lynch. Et je pense qu'il y a une vraie volonté. La série Twin Peaks, déjà, c'est une comédie. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et voilà, j'étais fasciné par ce qu'il proposait parce que c'était effectivement de la comédie. Et tout ça mêlé à une esthétique, à un choix artistique qui est très, très fort. Et qui n'est pas évident dans la comédie. C'est-à-dire que la comédie, en France notamment, quand on fait de la comédie, ça repose surtout sur des dialogues, un montage rapide, de la musique, quelque chose d'énergique. Alors que là, il prend tous ces codes-là et il fait tout le contraire. Donc a priori, il n'y a rien pour que ce soit drôle, mais moi, ça me fait marrer. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Vous parliez de références communes et les mêmes choses vous faisiez rire, à part Lynch, c'est quoi qui vous rapproche? Lié, mais pour autant, attention, on n'est pas à parler de trucs un peu chic, arty. Hein. Moi, j'adore Les Sous-doués passent le bac, Quentin adore Les Bronzés. Voilà, on a aussi des références parce qu'on est de la même génération, qu'on a grandi avec les mêmes images, les mêmes icônes. Donc voilà, il rit de choses aussi très classiques, entre guillemets. Je suis en train de perdre les pédales. Y a quoi sur cette putain de cassette? On aimerait savoir. Vous me parliez du côté sadique du personnage. Vous savez d'où ça vous vient, ce goût pour les personnages déglingues et dont on se dit qu'ils pourraient tous devenir des serial killers en puissance? Moi, j'ai l'impression que ça peut vraiment partir en vrille très loin. Ben, en fait, j'ai toujours aimé me faire un peu l'avocat de personnages détestables et immondes. Je crois que c'est une thérapie parce que finalement, quand je sors de ce personnage, je me dis finalement, je suis quelqu'un de très bien, très fréquentable, très juste, cool. Et puis, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de faire des personnages qui sont, a priori, monstrueux, dégueulasses, mais de trouver une faille, un truc psychologique qui fait qu'on les trouve quand même sympathiques. Enfin, en tous les cas, qu'on crée une empathie et qu'on en rit. C'est pas de la provoque, hein, je pense pas être un provocateur, parce que c'est souvent déconnecté de la réalité, justement, mes personnages. C'est quoi, alors, si c'est pas de la provoque? Je sais pas. Je sais pas si... je sais pas, franchement, je sais pas si... C'est juste une autre façon de voir les choses? C'est, ouais, je vais pas dire c'est ma façon, mais souvent je disais, moi j'aime bien ce qui mêle l'absurde et le trash. C'est-à-dire que quand on fait des choses qui sont très crues, très violentes, mais que ça s'inscrit justement dans quelque chose qui est un petit peu à part, dans un univers, ça dédouane, on n'est plus dans la crudité, le truc vrai qui peut déranger.
on est dans un univers, on peut se permettre plus de choses. Ce que font les anglo-saxons, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont très très loin, mais c'est tellement fou que ça devient plus surréaliste qu'autre chose. Donc, on pardonne le côté parfois très outrancier du truc. Mais est-ce que c'est facile en France d'imposer ça? Bah moi, ça va. On m'a jamais jeté quoi que ce soit au visage en me disant... Non, mais au cinéma, parce que vous êtes installé sur au scène, cinéma. vous avez... Bah ouais, il y a quand même des types qui font... Voilà, moi j'ai une passion pour Moki, par exemple. Ouais, ça a été... Avec qui vous avez tourné? Avec qui j'ai tourné, parce que justement, j'avais une passion et j'avais dit, un jour, je veux même avoir une panouille, ouvrir une porte, faire de la figure, mais je veux me retrouver sur un tournage de Moki, parce que pour moi, c'est comme un CV de comédien. Il faut avoir une ligne Moki, quoi. Puisque tout le monde l'a, donc il n'y a pas de raison, je serais adoubé par la profession d'une certaine manière. Et gamin, c'était des films qui me parlaient parce qu'ils étaient un peu fous. Il y avait quelque chose de visuel, d'un peu foutraque. Je me souviens de l'Ibis Rouge, où il y avait Michel Simon, Michel Serrault, Michel Galabru, les trois Michel, la sainte trinité des Michel, et c'était complètement barge. Mais vous me parlez de Moki, que je respecte par-dessus tout, mais qui n'est pas tout jeune. Non. Mais est-ce que vraiment en comédie, et entre un Dupieux et un Moki, est-ce qu'il y a d'autres gens qui, en France, font des vraies propositions dans lesquelles vous pouvez vous sentir bien? Quand je vois, par exemple, le film de Riyad Satouf, Jackie au Royaume des Filles, c'est presque un chef-d'œuvre, avec, comme tous les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont pas, mais putain, moi, c'est le cinéma qui me fait rêver. Ouais. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt aussi du cinéma, c'est que il y a des repères, mais il n'y a pas de règles. Donc, il y aura toujours des films qui viendront contredire ce qu'on croit établi. Jonathan Lambert compte bien à son tour bousculer la comédie. Il s'apprête à passer pour la première fois derrière la caméra pour donner vie au personnage de son one-man show. Le résultat sera-t-il doudingue ou fou furieux? Certainement un peu des deux. Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Jane Campion et plus récemment Steven Soderbergh, nombreux sont les réalisateurs de cinéma à s'être laissés tenter par la télévision. Les scénaristes aussi s'y mettent et cette semaine dans Le Détail qui tue, Tony Grisoni, le collaborateur fétiche de Terry Gilliam, pour lequel il a écrit les scénarios de Las Vegas Parano, Tideland ou encore Les Frères Grimm, nous explique pourquoi il a lui-même sauté le pas. En 2013, Channel 4 lui donnait carte blanche pour sa mini-série Southcliffe, dans laquelle un village anglais tente de survivre après qu'un habitant sans histoire ait décidé de tuer plusieurs de ses voisins. Didn't anybody read the signs? There weren't any signs. Yeah, nobody ever sees anything in Southcliffe, do they? Myself and producer Peter Carlton, we went to Channel 4, said those three simple things. People, a number of people and their experiences of loss, set in a market town in the UK, using people's real experiences as a guide. And also, I wasn't sure if it would be 3, 4 or 5 parts, right? And the channel commissioned me to write this on that basis. That's like an incredible act of trust and granting of freedom to us from the very beginning. As I'm writing, they of course see different drafts, but their reactions are never going to be, oh, can you cut the violence out of this? Can you? They were always very, very intelligent responses, you know. Close your eyes, Mum. Le thème délicat de Southcliffe, le deuil, trouve sa place à la télévision parce qu'il peut être traité en longueur et en profondeur. La mini-série ne brusque pas le téléspectateur et l'accompagne, un rôle qu'a toujours eu le petit écran. When I was a boy, most of the things I saw at the cinema were what we called sword and sandal movies, you know, Vikings and things like that, and then James Bond, you know. Whereas the really interesting, strange, challenging, difficult stuff was all on the television. Cheers, mate.
Quand on demande à Tony Grisoni de résumer en 4 points les avantages de la télévision, sa réponse est claire. 1, I have more freedom as a screenwriter for television right now than I mostly do in movies. 2, I can be the first person developing the project, so I'm not in a reactive position as a screenwriter, I'm proactive. At the moment, television, certainly in the UK, is willing to tackle difficult dramas and will allow us freedom to fail, you know, and then do it again. And lastly, you don't have that teetering financial house of cards that you have for movies. You know how little you have from the beginning, but all right, it may be a third of what you want, but it's there, and it's solid, and that does a lot of things. People don't commit mass murder in a town like this. Comme Tony Grisoni, d'autres talents du cinéma se dirigeront vers la télévision cette année, notamment Stephen Daldry et les Wachowski. Bonjour, est-ce que vous vous souvenez ce que disait le professeur Tournesol dans Tintin? Non. Non, il disait au nord. Au nord, ça pourrait être d'ailleurs la devise d'Isabelle Autissier, célèbre navigatrice, première femme à avoir fait un tour du monde à la voile en 1991. Aujourd'hui, elle est écrivain et elle reprend la plume et le vent en compagnie de son complice, l'académicien Éric Orsena, pour aller voir ce qui se trame dans le Grand Nord, car oui, c'est bien là que notre avenir se joue. Elle qui a sillonné le globe en tous sens, se nourrissant d'images aussi riches que rares, a-t-elle gardé une place dans son imaginaire pour des images de fiction? Ça, on passera à l'abordage quand j'aurai trouvé le Nord. Et le Nord, c'est là. Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Le Nord est là, regardez. Ah oui, je le sens, voilà. Je le sais. On est là? Oui, voilà. C'est ça. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ça fonctionne, en fait. Je suis très content de vous rencontrer, Isabelle Autissier. Merci. Parce que j'ai beaucoup aimé votre livre. Ouais. Vous l'écrivez, il y a une route maritime qui passe par le Nord pour relier l'Atlantique et le Pacifique. Alors, je me suis demandé s'il y avait, chez vous, un passage par le cinéma et si le cinéma vous emmenait quelque part. Ah bah, le cinéma, c'est une voie pour aller partout. On a besoin de passeurs. On a besoin de gens qui vont voir et qui racontent et qui ramènent. Je vais au cinéma. C'est que la dernière fois que vous avez été au cinéma? J'aime bien le cinéma. Qu'est-ce que je suis allée voir la dernière fois? Je suis allée voir Charlie's Country sur la vie d'un aborigène en Australie. C'est un film de dénonciation de la condition des aborigènes et de la façon dont ils sont en quelque sorte expropriés de leur propre pays, dont on les traite comme des enfants, dont on les oblige à faire ci, on leur interdit de faire ça. Donc c'est un film très militant. J'aime bien ce genre de film et je l'ai trouvé magnifique. Et le cinéma, ça a été un passage que vous avez emprunté à un moment de votre vie quand vous étiez jeune? Je m'en souviens très bien. En classe préparatoire, donc j'étais censée travailler beaucoup. Mais j'avais un peu séché un jour pour aller voir au cinéma 2 garçons qui avaient 25 ans à l'époque, qui revenaient de 3 ans de voyage à la voile et qui avaient filmé. Alors ils étaient allés justement aussi bien au Spitzberg qu'en Antarctique, qu'ils avaient remonté l'Amazone, qu'ils avaient fait des choses extraordinaires, surtout pour l'époque, avec un tout petit bateau en bois. Et donc moi j'étais allée voir, vous savez, les conférences, hein, et il y avait ce film. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Donc bon, je fais des études, c'est bien, ça m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai encore un très beau souvenir de ce moment de cinéma. Je suis pas du tout blockbuster. J'aime pas du tout une façon de filmer comme ça, qui est dans cette espèce de violence de l'image où ça change toutes les secondes et demie. Pour moi, c'est aussi violent que cette vie qui accélère en permanence, etc. J'aime pas ça. J'aime bien les images qui me donnent le temps de respirer en voyant une image. J'aime bien les dialogues qui me donnent le temps d'écouter le dialogue. Vous aimez les séquences, vous aimez la contemplation. Voilà. C'est-à-dire que j'aime avoir le temps de m'imprégner, j'aime avoir le temps de penser, d'avoir le temps de comprendre quelque chose, quoi. Pour des gens comme moi,
qui sommes des gens bien différents de vous, le cinéma, c'est toujours une possibilité de s'inventer du romanesque, là où notre vie n'en a pas. Vous, ça n'a jamais été l'objet? J'ai presque pas besoin de ça, parce que moi, j'ai l'impression que... Je veux pas dire que ma vie est un roman, mais je vais dans des endroits, je rencontre des gens, je vois des choses qui sont souvent réellement romanesques. C'est-à-dire qu'à la limite, la fiction n'aurait pas forcément écrit mieux. Quand je me suis intéressée dans ce livre, là, Passer par le Nord, aux premiers Européens qui commencent à aller là-bas et puis aux gens qui vont aller là-bas. Mais c'est des histoires de fous. Alors, on en a fait des films depuis, sur ces premiers aventuriers, mais on a fait des films sur une réalité, sur la vie de ces gens-là. Le romantisme, il est là, il est sur le terrain aussi. Mais ce livre est passionnant parce qu'il me renvoie à l'origine même du cinéma. Il y a une partie de la fiction qui est faite par Méliès et une partie documentaire qui est faite par les frères Lumière. Et on se dit que, normalement, pour prolonger cette aventure de l'écriture, vous devriez passer au documentaire, Isabelle Autissier. Ah non, mais je n'ai aucun talent pour ça. Donc, moi, j'adorerais travailler avec quelqu'un qui saurait faire ça, par exemple, pour essayer de donner des ouvertures, de dire, ah bah tiens, il y a ça là qui peut être intéressant. Voilà. Mais il y a des noms de documentaristes qui vous viennent. Je pense à Raymond Depardon, qui a fait des très jolies choses sur la société. Michael Moore, qui a eu des choses. Jacques Perrin, qui a fait beaucoup autour de la nature. Pour moi, ces gens-là, ils ont aussi une dimension presque fictionnelle. C'est-à-dire qu'ils rapportent une réalité, mais au fond, ils donnent la réalité à travers leurs yeux à eux. Et je trouve, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma. C'est comme dans l'écriture, que ce soit un article de journal donc, qui est censé décrire une réalité ou un roman, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de celui qui retranscrit. Mais c'est ce que vous faites là, c'est la subjectivité. Bien sûr, mais nous sommes faits de subjectivité. Alors, l'objectivité, c'est de ne pas dire de mensonge. Quand je dis il y a n'importe quoi, tant de bateaux qui passent, voilà, j'annonce un chiffre qui est la vérité. Mais après, quand j'ai une appréciation, oui, un petit peu plus personnelle, un peu plus philosophique, qui tient plus à mes convictions, à ma vision du monde, que j'ai envie de faire partager, le documentariste, il fait ça. Il partage sa vision du monde. Oui, mais aujourd'hui, en tant que navigatrice, vous avez, entre guillemets, développé une autorité. Et on se dit que le documentaire permet ça, d'aller à l'encontre des idées reçues, aller contre l'ordre établi. Ça, c'est formidable, c'est un passage de témoin. Mais vous savez très bien que si vous utilisiez le prisme de l'image, vous toucheriez plus de gens. Sûrement, mais moi, voilà, écoutez, appel au peuple, je suis prête à partir avec un réalisateur qui veut faire une fiction ou avec... Oui, mais j'adorerais ça. Que ce soit sur ou sous l'eau, la mer a souvent été mise en scène au cinéma. Je vais commencer par un classique. James Cameron, 1989, ça s'appelle Abyss. J'ai pas marché dans ce film-là. C'est peut-être mon côté un peu scientifique. Il y a quand même beaucoup trop d'incohérences, de trucs téléphonés pour le coup. Alors que c'est passionnant. Il y a moins d'hommes qui sont allés dans les abysses qu'à la surface de la Lune. C'est des endroits de notre planète qui sont totalement inconnus. On sait même pas ni à quoi ça ressemble. On n'a pas de carte, on n'a rien. Donc c'est quand même... Mais c'est pour ça que je vous l'ai proposé, parce que me semble que vous vouliez être cosmonaute. Et je me suis dit que si vous ne pouviez pas partir en haut, vous pouviez descendre au fond. Mais moi, je demande que ça. On n'y va plus pratiquement. Hein. Maintenant, on envoie des robots. On envoie parce que c'est compliqué et c'est dangereux. Alors moi, j'ai pas marché à Abyss. Bon, alors, est-ce que vous avez marché à ce film Palme d'Or, 1956 oui. Bah oui, Le Monde du silence. À l'époque, oui. 56, c'est mon année de naissance. Donc, je ne l'ai pas vu en 56. Je l'ai vu quelques temps plus tard. À un moment où moi, j'étais passionnée par la mer au sens large. C'est-à-dire que je voulais naviguer dessus, mais la mer m'intéressait. Je savais déjà qu'un jour aussi, j'aurais un métier maritime. Enfin bon. Donc, j'étais passionnée par ces choses-là. C'était pour le coup, une ouverture incroyable, quoi. Je ne l'ai pas revu récemment. Je pense que si je le revoyais récemment, je serais peut-être un petit peu plus critique. Parce que sans doute, il a vieilli, sans doute. Mais je trouve que l'idée de faire ce film, cet univers complètement nouveau pour le coup, à l'époque où il le fait, dans lequel il nous entraîne, je trouve que c'est assez génial. Et ce film a la Palme d'Or. Alors, il a la Palme d'Or parce que peut-être, en plus du film lui-même et de ce qu'il montre, il y a cette idée tout d'un coup que nos sociétés sont devenues toutes puissantes, qu'elles peuvent tout faire. Que c'est une espèce d'ivresse, pour le coup, pas des profondeurs, mais de la puissance. Isabelle Autissier, ce qui est important, c'est qu'on annonce peut-être une carrière de cinéaste documentaire. Il faut vous trouver votre partenaire. Moi, j'adore les expériences, donc l'expérience de l'image, je veux bien la faire. Isabelle Autissier reprendra bientôt la mer pour remonter les courants et le temps au pays des mythologies et légendes, dont elle pourrait nous ramener en images
sa vision des choses afin que la beauté d'un monde fragile comme la glace ne disparaisse pas. Dans quelques instants, nous allons prendre l'air avec le screen parfait et grâce à un jeune réalisateur suédois, Ruben Östlund, qui nous offre une leçon de mise en scène que je qualifierais d'enneigée. Je ne vous en dis pas plus. Tout cela, c'est après la sélection d'Isabelle Claire. Si c'est une œuvre, alors là c'est autre chose. Le métier de la semaine, c'est celui de chef décorateur, mis en valeur à la Cinémathèque française dans une magnifique exposition retraçant son évolution des années 50 à aujourd'hui. En France, le chef décorateur, c'est la personne qui va traduire finalement le scénario. C'est quelqu'un qui traduit les images, qui apporte ses idées, qui apporte ses recommandations. C'est ça, un traducteur du scénario. Alors ça, c'est un autre monsieur, il s'appelle Léon Barsac. Il a une très grande carrière dans le cinéma français. Et là, il travaille avec René Clair. René Clair revient des États-Unis, il tourne ce film Le Silence est d'or, qui raconte les débuts du cinéma. Donc là, on a presque une évocation de Méliès avec le début du cinéma. On tournait, ça venait du théâtre, on tournait devant des décors peints sur des bâches. Donc, ce sont des dessins qui sont montrés à l'ensemble de l'équipe. Ce sont des dessins qui sont faits pour parler à d'autres personnes. C'est un langage, si vous voulez. Et chacun possède le sien. Photos, dessins, peintures, ici les maquettes de Jacques Saunier pour Alain Resnais. On peut presque plonger, on peut presque finalement naviguer dans ces petites maquettes et s'y sentir devenir un petit personnage, quoi. Anne Sebel, elle, propose des boards, des sortes de tableaux d'atmosphère, comme ici pour le dernier film de Woody Allen. Il y a un bambou, un élément de rideau, et elle propose ça au réalisateur. C'est une ambiance de ce qu'elle va réaliser pour la scène. Alors ça, c'est la scène d'ouverture du film de Magic in the Moonlight. Donc c'est un langage qui naît sous les doigts de Anne Sebel par ses tableaux. Le chef décorateur se doit de connaître le dessin, l'histoire de l'art, le travail de la lumière, et il doit comprendre les personnages, car pour citer André Bazin, le grand critique de cinéma, le décor est un personnage. Absolument, un décor est un acteur, c'est vrai, c'est un acteur, et il va permettre aux acteurs et aux actrices de se mettre à l'aise. Et ce n'est pas Jonathan Lambert, notre super invité de la semaine, et bientôt à l'affiche du Dernier Dupieux, qui dira le contraire. Ah, je sais pas si ça jouait sur le jeu, mais ça joue un espace, les volumes, les couleurs, si c'est plutôt froid, plutôt chaud. Je suis sûr que le fameux Feng Shui, ça agit sur son comportement. Le décor est un personnage donc, et l'acteur doit pouvoir se glisser dans une époque sans en douter un seul instant. Dans le dernier film de Bonello, Katia Wiskop, la chef déco, a dû retrouver toute une ambiance. C'est très difficile, je crois, finalement, de retrouver un esprit de seulement 30 ou 40 ans de décalage. Donc, elle a été très, très, très douée, bien sûr, et c'est quelqu'un de grand talent. Détendez-vous, plus souple. Aujourd'hui, avec les budgets serrés et le numérique, la profession évolue mais reste solide. D'ailleurs, l'école de cinéma La Fémis propose une formation décor afin que ces frôleurs de mise en scène et autres architectes du rêve continuent à embellir nos images. Allez, ciao! Chaque semaine dans le Screen Parfait, nous invitons un réalisateur à décrypter son travail pour nous. Aujourd'hui, c'est le cinéaste suédois Ruben Östlund qui nous parle de Snow Therapy, un film dans lequel il installe une jolie petite famille en vacances dans une station de ski avant de la détruire doucement sous nos yeux. Un film puissant qui a surpris le jury du Festival de Cannes l'an dernier, au point de lui remettre son prix dans la catégorie Un certain regard, peut-être pour son traitement pour le moins surprenant. When we started the project, I said that we had like two main goals. The first one was to create the most spectacular avalanche scene in film history. And the second one was to increase the percentage of divorce in society. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on, 1, 2, smile, good one. Rassurez-vous, Ruben Östlund n'est pas un pervers, mais plutôt un anthropologue. Ce qui l'intéresse dans la vie comme au cinéma, c'est le comportement social de l'être humain. Ce surdoué de 40 ans a été graphiste avant de réaliser des films de ski, sa grande passion, puis de s'essayer à la fiction. Et c'est là qu'il explose partout dans le monde.
Après un premier long métrage récompensé à Moscou en 2005, le second est sélectionné à Cannes pour Un certain regard. En 2010, Ruben Östlund reçoit l'Ours d'Or à Berlin pour un court métrage, puis c'est à nouveau à Cannes qu'est présenté Play qui reçoit le coup de cœur de la quinzaine. Dans chacune de ses œuvres, un point commun, la vraie nature humaine, et dans Snow Therapy, il la confronte à l'épreuve. I have spent a lot of time in ski resorts when I was younger. Between I was 20 and 25, and I was filming a lot of skiing. So my first approach of the ski resort was that I wanted to come back and use that environment in a feature film, in a fiction film. But it was hard to find a topic that I thought was interesting enough to let it take place on a ski resort, because, you know, everybody's dressed on neon colors, and they have much money, and they have mirror Google lenses, so there's not very many existential questions happening there. But then the avalanche came up. Vi er her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. I wanted the ski resort to almost be like a war zone, and it was quite efficient to use the gas tubes, you know, that they have and are blowing avalanches all the time. I was interested in the kind of conflict that can happen in a couple relationship. You know, when you have two brains that are trying to compare their version of reality, and they are starting to manipulate each other and things like that. So, but it can be a war zone sometimes, yeah, the marriage. Merci beaucoup. De rien, bon appétit. Det var jättegott. Ja. Smaka. Jättegott. Finns det ingen parmesanost? Oj, kolla här. Kolla här. Regardez là-bas! Là-bas, là-haut! Mais c'est quoi ça? Thomas, det är en lavin eller? Ja, den är kontrollerad. I have always been fascinated by avalanches. Man is trying to control the power of nature. The civilization is trying to control the uncivilized nature. So we are blowing avalanches, we are putting up avalanche fences, we are grooming tracks in the snow. And that became also almost like a metaphor for also the conflict that takes place in the film, trying to control the forces that can be put free and that we are so afraid of. Det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Det ser ut som den där kontrollerad. Pappa! Harry, det är lugnt, Harry! If we look at cinema history, for an example, you could tell that the most reproduced character in film is probably the man as a hero. And very often when you look at American cinema, there's a family that lives in peace, but there comes an outside threat, and the man has to use violence. He doesn't want to use violence, but he has to. And when he have defeated the enemy, he can go back and live in peace again together with his family. For a moment it looked like it would smash into the restaurant. It was quite shocking. Yeah, when I talk about it, I still get this goosebumps. What'd you do? No, I mean, this was not much to do. It was horrifying. Yeah? Yeah. It scared you? Poor thing. Yeah, you Kids are all right? Yeah, everyone is fine. You got a bit afraid, but I mean, it wasn't. I mean, it wasn't that. It was controlled, and then they know what they're doing. And he got so scared that right he ran away from the table. When Thomas is running away from his family, he does something that is very, very forbidden in our culture. He is thinking about himself instead of being loyal and protective towards his family when there's an outside threat. And I read an investigation also about airplane hijackings. And what you could tell about this investigation was that the frequency of divorce was extremely high afterwards. So even though that you survive, families and couples survived, and no one was physically harmed, they divorced afterwards.
And maybe you suddenly have seen a side of your partner that is not, it doesn't fit with our expectation. We were supposed to be brave heroes, but instead something else happens. No. You ran away from the table. What? No, I did not. One of the most important things, having a result that I'm satisfied with, is to have time on set. Yes, you did. Oh, okay. No, I did not. I do rehearsal a lot. I do repetitions, but we start to do take one immediately when we do the rehearsals or repetitions. But what's good with that is that the actor can take some risks in the beginning. If you only have 2 or 3 takes to do, then you can't try out the scene. You have to play it very, very safe. Can we have some privacy? What do you want? Av bilen slik at du kunne komme tilbake og grave dem opp. And when I start to repeat over and over and over again, I mean, that's a possibility for everybody in the team to really focus on. Okay, you can focus on the image, on the lighting, the sound man can focus on the sounds. And in the end of the day, when we have 5 takes left, then I'm trying to build up an intensity that is almost like an important football game. Like, is everybody ready? Come on now, let's pull off the best take of the day. And then we do a countdown, like 5 takes left, 4 takes left, 3 takes left. Okay, and everybody now, put up the intensity. So it's a combination of being in control, but then in the end, create something that is vibrating and feels like it's made for the first time. And it's just a working method that I have developed for myself during the years, and I have a feeling that the actors also like it a lot. Pour tester votre couple ou revivre vos vacances, Snow-thérapie est en salle. Jag undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig. Ciné, Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez rêver encore, rendez-vous ici à Paris, à la Galerie de l'Instant, pour une exposition vraiment touchante et troublante. Cette inoubliable Marilyn, c'est jusqu'au 25 février. Nous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres escapades sur petit et grand écran. Salut!